Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette critique d'abord sans spoiler puis avec d'Avengers Endgame, avec bien sûr quelques spoils possibles pour les précédents films du MCU, et sachez également que j'illustrerai mon propos avec des images provenant des bandes annonces. Il n'est certainement pas exagéré de dire qu'Avengers Endgame est le film le plus attendu par le grand public depuis très longtemps. On n'avait jamais vu un tel phénomène de pop culture depuis les anciens épisodes de Star Wars, avec également cette notion de saga, puisque Avengers Endgame marque le point culminant des 21 films du MCU, Marvel Cinematic Universe, qui ont précédé. Mais alors comment un film peut-il satisfaire un niveau d'attente aussi incroyable, surtout après une fin aussi réussie et ambitieuse scénaristiquement que celle d'Infinity War? Et après avoir vu Endgame, je suppose que la réponse se trouve dans le film de fanservice ultime, une notion à double tranchant, bien sûr, le fanservice, mais que j'utilise surtout ici dans sa connotation positive. Bon, ceci dit, est-ce qu'Avengers Endgame est le film parfait? Loin de là. Je dois même dire que je suis content de l'avoir vu 2 fois avant de vous en parler, puisque le deuxième visionnage m'a permis de me détacher des points négatifs encaissés au premier pour vraiment profiter de tout le reste. Et il faut bien dire aussi que 2 visionnages, ça semble être le minimum syndical pour espérer capter la majorité des références de ce film qui impressionne par sa capacité à revisiter l'ensemble du MCU. Endgame, c'est un film pour les fans du MCU par des fans du MCU. Obligatoirement, sa saveur sera totalement différente pour un grand connaisseur et amateur du Marvel Cinematic Universe que pour le spectateur qui a suivi les précédents films avec plus ou moins d'attention. Là où Endgame parvient à accomplir la mission impossible qui lui incombait, c'est lorsqu'il suscite cette émotion à des moments clés du récit. Le film est un véritable écrin pour certains personnages qu'il traite presque à la perfection, en piochant dans tout l'historique construit par les films précédents et les relations tissées entre ces héros qui n'ont pour la plupart jamais semblé aussi vulnérables et donc aussi humains. Malheureusement, l'ironie dans l'histoire, c'est que l'un des principaux éléments qui est venu ternir ces belles réussites, c'est tout l'inverse, ce sont des personnages qui ont reçu un traitement très pauvre, voire indigne. Par ailleurs, mais aussi en lien avec ce que je viens d'évoquer, c'est le dosage de l'humour qui m'a posé problème, et oui, encore une fois, sachant qu'on dit souvent que l'humour fait partie de l'ADN des films Marvel, moi je veux bien, mais entre le dosage de l'humour dans Le Soldat de l'Hiver et celui des Gardiens de la Galaxie, au premier volume, 2 films que j'adore, eh bien il y a une grande différence. Et en l'occurrence pour Endgame, même si parfois l'humour tombe très juste, bien heureusement, il vient aussi trop souvent casser le rythme d'un film bien trop ambitieux pour se permettre de perdre quelques précieuses minutes juste à faire les cons. Le film propose un rythme très surprenant, parfois dans le bon sens, mais pas toujours. Pour moi, il y a un problème de structure et de répartition du temps d'écran. Trop de précipitation pour des moments vraiment géniaux, et trop de temps consacré à des moments qui manquent en revanche de dynamique. Et attention, je ne suis surtout pas en train de dire que ce film ne devait pas prendre son temps pour des moments consacrés au développement des personnages. Dans certains cas, il le fait très bien, et cela met d'ailleurs en valeur le jeu d'acteur. Mais ce que je dis en revanche, c'est que certaines scènes auraient pu être largement raccourcies ou même coupées pour laisser beaucoup plus de temps à un 3e acte extrêmement puissant. De ce point de vue, je trouve Avengers Infinity War plus cohérent par exemple, et si j'étais obligé de choisir, Infinity War aurait ma préférence du fait de cette meilleure cohésion de rythme et surtout de tonalité. En termes de réalisation, pour une fois, j'ai perçu personnellement une critique qui revient souvent sur le travail des frères Russo sur les films Marvel, à savoir une action surcutée et filmée de trop près quelquefois avec un peu la bougeotte. Mais attention, encore une fois, cela ne concerne que certaines scènes bien précises, alors que sur la fin, qui est vraiment très impressionnante, on a des plans d'une beauté incroyable. Et au passage du coup, puisque je vous parle de visuel, moi qui n'ai jamais été un défenseur de la 3D, encore une fois, je suis obligé de comparer ma première expérience qui était en 2D et la deuxième qui était en 3D IMAX, et visuellement c'était quand même bien meilleur, l'immersion était presque incomparable, et je pense qu'en Dolby Cinema ce serait la même chose, ce serait une superbe expérience, et pour ce type de film, de plus en plus, je me dis que ça vaut le coup de payer le surcoût de place. Malgré mes déceptions sur des personnages et quelques facilités scénaristiques, avec le temps je pense que mon ressenti se cristallisera certainement sur le positif, et quoi qu'il en soit, je ne peux que reconnaître qu'en termes de conclusion de tout ce qui précède, Endgame s'impose comme une réussite. Et oui, puisqu'avec une telle connaissance du MCU, un tel respect des personnages principaux et un épilogue tel que celui qui est proposé par Endgame, on ne peut que ravir les fans du MCU qui feront abstraction sans doute de tous les autres défauts. Bon, je crois qu'on a suffisamment tourné autour du pot, il est temps de passer à la partie spoiler de cette vidéo. Du coup, je vous invite à revenir voir la suite une fois que vous aurez vu le film.
Par quoi commencer? Eh bien tout simplement par le cold open de la disparition de la famille de Clint, qui joue parfaitement pour nous remettre directement dans l'ambiance. C'est simple, durant toute la première demi-heure ou même plus, le film avance à un rythme excellent et il nous surprend avec cette attaque commando contre Thanos et sa mort. Comme je le soulignais déjà dans la partie sans spoiler, même si ce film a des défauts, en tout cas à mes yeux, là où il remplit pleinement son contrat, c'est dans toute la partie émotion, et je vous propose de revenir un petit peu là-dessus. Je suppose que vous vous souvenez de cette apparition de Joe Russo, un des deux réalisateurs, dont le groupe de parole géré par Steve, ce groupe de gestion du stress post-traumatique, il explique que durant son rendez-vous, l'autre a pleuré au moment de la salade et lui juste avant le dessert. En y réfléchissant, cette scène qui m'avait semblé quasiment inutile lors du premier visionnage vient en fait apporter un regard un peu méta sur la structure du film. En effet, lorsqu'il dit que le mec du rencard a pleuré au moment de la salade, c'est-à-dire qu'il a pleuré au moment du cold open et donc de la mort de la famille de Clint Barton, et le personnage de Joe Russo indique que lui a pleuré juste avant le dessert, ce qui correspond en termes de timing du film à la mort de Tony Stark, sachant que le dessert serait cette fin un peu sucrée réservée à Steve Rogers. Et au final, je pense que beaucoup retiendront ces magnifiques conclusions pour les deux personnages les plus importants du MCU, que sont Steve et Tony, et rien que pour ça, il faut remercier les scénaristes qui ont commencé sur Captain America: The First Avenger. Le développement de Tony Stark en tant qu'être humain est palpable au fil des 3 phases du MCU, et cette mort héroïque pour le bien de tous incarne à la perfection ce passage de l'égocentrisme à l'altruisme. On peut facilement aller un peu plus loin et voir dans Infinity War d'abord, puis dans Endgame, les deux parcours en miroir de Thanos et Tony Stark. L'un est prêt à tout pour restaurer l'équilibre d'un univers qu'il estime voué à l'effondrement, et l'autre est prêt à tout pour protéger la Terre, même s'il faut pour cela restreindre les libertés individuelles. L'un remportera la première manche et atteindra son objectif, jusqu'à ce que l'autre remporte la seconde et claque les doigts à son tour pour faire disparaître la menace ultime. I'm Iron Man, voici les mots qui avaient conclu le tout premier film du MCU, mais ils reviennent dans Endgame avec un sens totalement différent. En effet, on passe d'une profession de foi, d'un ego démesuré, à sa propre gloire mondiale dans Iron Man 1, à une sorte de credo synonyme de sauveur christique de la vie dans l'univers dans Endgame. Je tenais aussi absolument à revenir sur un moment très intense, l'intensité du geste et du regard que Stephen Strange va lancer à Tony Stark, lorsqu'avec son doigt il indique que c'est maintenant cette chance unique, celle de vaincre Thanos, et celle que seul Tony peut saisir. Et cela explique pourquoi le Docteur Strange avait décidé d'offrir la pierre du temps à Thanos et de préserver absolument à tout prix la vie de Tony pour qu'ensuite il puisse mieux se sacrifier. Évidemment, vous me connaissez, je vous propose maintenant d'aller regarder du côté de Steve Rogers. Quel aboutissement incroyable là encore! Christopher Marcus et Stephen McFeely, les scénaristes, connaissent le personnage par cœur et ont offert au MCU ce qui reste le meilleur arc, tout personnage confondu, avec les films les plus aboutis et notamment Le Soldat de l'Hiver, un film charnière. Steve Rogers a toujours été un homme en dehors de son époque, un homme qui avait en quelque sorte sacrifié sa vie avant de l'avoir vécu, et rien que pour ce plan magnifique et cyclopéen de Steve Rogers, Captain America, qui se dresse seul avec son bouclier à moitié détruit face à l'armée immense de Thanos, rien que pour ça, il fallait voir ce film. En termes d'action, de mon point de vue, c'est encore une fois Captain qui obtient les meilleurs moments, avec évidemment Mjolnir, un très grand moment du film, même si une partie de moi-même me disait mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible, on sait très bien que la puissance du tonnerre vient de Thor et pas de Mjolnir, mais après je n'ai pu que jubiler et profiter du spectacle avec l'enchaînement que Captain a collé dans la tronche de Thanos. Et même quand Steve Rogers ne se bat pas et qu'il réussit à récupérer le sceptre qui contient la pierre de l'esprit avec un simple Hail Hydra susurré à l'oreille du gars, eh bien c'est le type de scène qui vient élever le niveau du film. Et oui, reprendre une scène iconique du Soldat de l'Hiver puis surprendre les attentes et en plus placer un clin d'œil aux comics quand le monde a cru que Steve était un agent d'Hydra depuis des années, c'est tout simplement du grand art. Et puis, évidemment, comment ne pas le mentionner, ce moment de fanservice absolu quand Captain va enfin dire « Avengers Assemble ». Rien que de reparler de tout ça, ça me donne presque le frisson, mais du coup je ne comprends pas comment des gens qui ont aussi bien pu réussir les histoires de Steve et Tony ont pu autant se planter avec Bruce Banner, Hulk et Thor, et aussi placer quelques facilités scénaristiques, notamment avec Carol Danvers. Comme vous le savez sans doute déjà, j'étais bien déçu du traitement de Hulk et Banner depuis Thor Ragnarok, sachant qu'Infinity War avait continué à en faire un bouffon inutile.
Je suppose que je suis trop naïf puisque j'espérais encore une rédemption du personnage, une véritable transfiguration dans Endgame, mais non, désolé, ce claquement de doigts qui vient réparer l'univers et qu'on lui confie ne suffit pas à réparer tout le reste du mal qui est fait au personnage encore dans le film. Et ironiquement, c'est le film lui-même qui va nous offrir la meilleure illustration de ce que j'essaie de vous transmettre avec cette scène de Banner qui doit imiter le Hulk ancien dans les rues de New York pendant la bataille éponyme. Et je pense que cette parodie résume parfaitement ce que ce film propose de Hulk. Depuis des années, l'enjeu de l'équilibre impossible entre Banner et Hulk définit le personnage, et finalement on le résout hors caméra avec une explication bidon, et comme résultat final, la disparition pure et simple de Hulk. Et oui, Hulk a disparu, toute la rage est partie, on n'a plus que ce professeur un peu cucu, un peu bouffon, qui va se promener dans le corps de Hulk en le déguisant avec des habits de bobo en tweed, mais what the fuck, c'est quoi cette résolution de personnage? Je suis vraiment vénère. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va faire de cette relation plutôt intéressante entre Natasha Romanoff et Bruce Banner? Oh ben on oublie complètement, puisque c'est un bouffon, tout le monde s'en fout. Et puis au passage, on va aussi montrer que physiquement, Ant-Man géant est bien plus fort que Hulk, et ne donner absolument aucun combat valable et intéressant à Hulk de tout le film. Bonne idée. Vous le sentez, j'espère que je ne suis pas content, mais quelle perte de temps si c'était pour faire ça à ce personnage, mais pourquoi ne pas le tuer directement dans Endgame et transférer le pouvoir des rayons gamma à quelqu'un de plus intéressant, en tout cas aux yeux des scénaristes? Passons à Thor maintenant, et ça ne va pas m'aider à me calmer, même si apparemment son utilisation dans Endgame a plu à certains et je suis obligé de respecter ce point de vue, mais je ne le partage pas. Déjà en prenant un peu de recul, en analysant la situation, on peut dire que dans ce film, prise de poids égale faiblesse morale égale faiblesse physique, et puis au passage, pourquoi pas tourner la dépression en dérision au point où on en est. Et pourtant, d'un côté, on a Natasha Romanoff avec une très belle scène d'elle qui se raccroche aux souvenirs de la famille des Avengers et exprime sa détresse avec nuance. Elle est excellente et enfin on exploite le talent d'actrice de Scarlett Johansson. Et de l'autre, on a donc Thor dont les derniers mots de la mère vont être de lui conseiller de manger de la salade et qui va remettre en cause une mission dont dépend le futur de l'univers parce qu'il n'a plus trop confiance en lui et qu'il veut aller picoler du vin dans le cellier. Bon, maintenant que j'ai dit ça, ok, il y a aussi des passages très drôles, notamment dans la cabane de Thor, avec cet appel à Noobmaster 69, c'était quand même très réussi, mais le personnage aurait pu se reprendre en main bien plus rapidement, et puis surtout ne pas servir à désamorcer toutes les situations un peu tendues, un peu tragiques, un peu dramatiques, en mode Big Lebowski. Pour passer maintenant du ventre mou de Thor à celui du film, il m'a semblé assez bizarrement que toute la partie de récupération des pierres était au final la moins convaincante et la moins dynamique. Et pourtant, certains passages sont écrits avec intelligence, et l'introduction du rôle de Nebula pour permettre justement l'arrivée de Thanos dans l'équation était plutôt bien trouvée. Petite illustration de cette qualité d'écriture au passage, pour vous montrer que je ne suis pas mauvais joueur, on a par exemple Nebula qui explique à War Machine que tout devrait bien se passer pour Clint et Natasha s'ils maîtrisent l'atterrissage pour arriver sur Vormir. Évidemment, l'atterrissage, c'est une référence au fait que Natasha va mourir suite à une chute. Et décidément, je me dis qu'il vaut mieux ne pas être rousse sur la planète Vormir. Malheureusement, et sans mauvais jeu de mots, enfin si peut-être un petit peu, j'ai trouvé que la mort de Natasha manquait d'impact. Et je vous avoue que j'ai surtout du mal à expliquer comment on peut aussi facilement faire revenir Gamora pour les Gardiens de la Galaxie volume 3 en faisant venir Gamora du passé au présent, alors qu'on ne peut pas apparemment aller chercher Natasha 3 mois auparavant pour la sortir de son somme au beurre de cacahuète. Autant vous prévenir, dans cette vidéo, je n'irai pas dans le détail des inévitables paradoxes dès qu'on parle de voyage dans le temps, c'est beaucoup trop casse-gueule et finalement peu intéressant. Ce que je retiens en revanche, c'est une phrase apparemment anodine de Steve à Tony et qui dit en substance qu'à force de déconner avec le temps finit par se venger, et je pense qu'on peut y voir une mise en garde pour l'avenir. Bon, c'est vrai, j'ai sans doute suffisamment parlé de Thor et de Hulk dans cette vidéo, mais je dois quand même revenir sur la question d'échelle de puissance des personnages, puisque Avengers Endgame fait un peu n'importe quoi. Entre le Thor à la fin d'Infinity War et celui d'Endgame, rien que ça c'est un peu risible, mais surtout par la faute de la trop grande puissance imputée à Stormbreaker dans Infinity War. Du côté de Captain Marvel, les scénaristes n'ont pas trouvé mieux que de l'occuper ailleurs pour éviter qu'elle ne vole la vedette, elle peut même sembler arrogante alors qu'elle est simplement sûre d'elle et carrément tête brûlée. Durant la grande bataille, je dois dire que cette scène qui réunissait à l'écran toutes les femmes fortes du MCU, ça faisait malheureusement une très petite case du bon ton ambiant qu'on a coché rien que pour la cocher,
Et dans l'esprit, j'ai largement préféré le déchaînement de fureur de Wanda Maximoff, la sorcière rouge, contre Thanos. Et oui, c'est quand même ouf, elle était sur le point de le déglinguer, il a fallu qu'il fasse tirer son vaisseau géant pour s'en sortir, comme quoi mon classement de puissance n'est pas si mauvais, d'autant que je soulignais la fragilité physique de Wanda comme sa principale et quasi unique faiblesse. Bon, alors c'est vrai qu'on a aussi Okoye qui one-shot Corvus Glaive, mais bon, de toute façon, cette bataille, c'est un peu du grand n'importe quoi magnifique. Je vous propose maintenant de passer en revue quelques remarques éparses avant d'évoquer l'après-Endgame. Alors c'est quoi ce tintement qui retentit tout à la fin des crédits lorsqu'on a désespérément attendu une scène qui ne vient jamais? Eh bien pour moi il s'agit clairement d'un hommage au travail de Tony Stark dans cette grotte lorsqu'il fabriquait sa toute première armure pour se sortir des mains des terroristes. Et puis aussi je pense qu'on peut y voir une métaphore du travail d'artisan des cinéastes. Visuellement, on retrouve l'idée de chevalier de la table ronde avec le plan des points en cercle qui renvoie directement à la fameuse preuve que Tony Stark a un cœur. À ce propos, tous les passages sur la vie familiale de Tony Stark sont excellents et donnent l'occasion à Robert Downey Jr. de montrer qu'il est au top de sa forme. Concernant maintenant le caméo de Stan Lee, il était rapide et sympa, malheureusement ce sera a priori son tout dernier, et donc on peut lire sur la plaque d'immatriculation de la voiture 9CED, qui correspond un petit peu comme Excelsior à une expression marquante que Stan Lee utilisait dans ses éditos dans les années 70, 80 et autres, dans les comics Marvel. Parmi les différentes pistes lancées pour la suite dans ce Endgame, on est nombreux à s'interroger sur ce qu'est devenu ce Loki qui a astucieusement activé ce Tesseract qui lui est miraculeusement tombé entre les mains, peut-être une façon de le rendre encore pertinent au présent et peut-être, pourquoi pas, d'introduire la série Disney+ sur Loki. Du côté de Steve Rogers, on peut se dire qu'a priori, il est parvenu à accomplir sa mission, c'est le genre de gars qui réussit généralement, qui est plutôt consciencieux, mais a-t-il vraiment pu ramener chacune des pierres exactement au bon moment, sans que cela ne crée de lignes de temps parallèles et donc de dimensions parallèles? Est-ce que c'est une façon de renforcer la notion d'univers parallèle tout simplement, qui pourrait être utilisée pour la suite du MCU? Et sinon, comment Vision va-t-il revenir, puisqu'une série Vision et Scarlet Witch est prévue? Eh bien, je pense que les travaux que Shuri avait commencé sur l'esprit de Vision seront utilisés, mais surtout avec une bonne grosse dose de la magie de Wanda, ça promet pour la série. Dans la série Hawkeye, aussi prévue sur Disney+, et dans laquelle Clint Barton devrait former celle qui va lui succéder, on peut se demander comment ils vont gérer les suites logiques des dizaines, si ce n'est plus, d'assassinats qu'il a commis et qu'on voit dans Endgame. Et si vous vous posiez la question, l'adolescent qu'on voit à l'enterrement de Tony, c'est Harley Keener, le gamin d'Iron Man 3, entre lui, la fille de Clint, celle de Scott, et d'autres plus tard comme Morgan Stark, on pourrait voir les prémices des Young ou New Avengers. Apparemment, Thor rejoint donc les Asgardiens de la galaxie. Il resterait le plus actif des 6 Avengers originaux, sachant que le prochain film Black Widow se passera forcément dans le passé et permettra notamment de passer du côté de l'incident de Budapest. J'espère que cette vidéo vous a plu et je suis convaincu que vous serez très nombreux à me donner vos avis dans les commentaires, sachant qu'il y aurait encore beaucoup à dire évidemment sur ce film. Il y a de nombreux points que je n'ai pas évoqués et il y aura sans doute l'occasion d'y revenir dans de prochaines vidéos. Mais je dois aussi vous dire que je serai obligé de viser la tête si vous regardez ces vidéos sans vous abonner à la chaîne. Bah oui, c'est comme ça. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Salut!